Pardon, merci mes chers collègues pour vos propos. La parole est maintenant à Madame Georges Paul-Langevin, ministre déléguée chargée de la réussite éducative. Merci, Monsieur le Président. Je tiens d'abord à féliciter Régis Juanico et Monsieur Poisson pour cet excellent travail qui recouvre un certain nombre de préconisations et de constatations que nous-mêmes avons été amenés à faire dans notre travail quotidien en direction des jeunes et notamment des jeunes qui sont les plus en difficulté dans notre système scolaire. Vous avez effectivement constaté que la situation sociale des jeunes dans notre pays s'est considérablement dégradée. Aujourd'hui, 23% des jeunes sont sous le seuil de pauvreté. Le taux de chômage des actifs de 15-24 ans est de 24,5% contre 10% pour l'ensemble de la population française. Et on doit dire que pour les jeunes dans les quartiers populaires, voire en outre-mer, ce chiffre est infiniment supérieur. Donc c'est quand même un véritable défi pour notre pacte social que d'arriver à inverser ces tendances préoccupantes. Nous savons aussi que l'entrée dans la vie active est devenue difficile pour une génération. Et ce n'est pas par hasard, et ce n'est pas d'ailleurs depuis hier, qu'un certain nombre de nos jeunes, notamment ceux qui sont dans les quartiers populaires, doivent partir à l'étranger pour arriver à faire une première expérience professionnelle. Je pense que tout cela, ce sont quand même des points qui nous préoccupent. Et effectivement, quand on n'a pas d'accès à l'emploi, forcément, l'accès à une vie autonome, à une vie adulte, est quelque chose qui est retardé indéfiniment. Donc voilà, je crois que nous avons eu raison, finalement, de dire qu'il fallait que la jeunesse soit la priorité de ce pays et que nous nous en préoccupions significativement. Je voulais rappeler ce mot de Victor Hugo qui disait « L'espérance serait la plus grande des forces humaines si le désespoir n'existait pas ». Je crois que ça répond bien à ce que vous avez cité de Camille Peuny, parce que nous avons vraiment comme volonté, les uns et les autres, de ne pas décevoir la jeunesse de ce pays. Donc voilà, il faut que nous arrivions à faire en sorte que nous sortions des mesures d'urgence, comme les emplois d'avenir, les contrats de génération, un certain nombre de choses que nous avons faites pour essayer de pallier la difficulté du moment, mais il faut que nous arrivions à faire des choses à plus long terme. Et vous savez que nous avons réuni avec autour de Valérie Fournéron un comité interministériel de la jeunesse qui a lancé un certain nombre de mesures qui prenaient en compte des constatations que vous avez faites et qui s'attaquaient à un certain nombre de sujets que vous avez tout à fait identifiés. Donc, par exemple, ce qui concerne l'orientation, la lutte contre le décrochage scolaire, la sécurisation des parcours d'insertion, la mobilité européenne, la valorisation des acquis de l'expérience, tout cela, ce sont des points qui ont été examinés dans ce comité interministériel où 25 ministères étaient représentés. Donc le rapport du comité est riche en propositions, mais il faut surtout que maintenant nous arrivions à faire vivre les mesures qui ont été définies à cette occasion. Donc bien évidemment, je vais surtout insister sur quelques points dont vous avez parlé et qui font partie de ma responsabilité au sein de l'équipe de Jean-Marc Ayrault. D'abord, vous avez évoqué la nécessité de faire davantage place aux jeunes dans la conception et la conduite des politiques publiques. Il est vrai que nous avons dit de la jeunesse quelle était notre priorité, mais il est important que si nous faisons des choses pour la jeunesse, nous la fassions avec les jeunes. Donc, la proposition que vous faites d'associer les jeunes aux instances de réflexion et de décision me semble quelque chose de tout à fait important, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Puisque justement, beaucoup de jeunes, y compris ceux qui sont en difficulté, ont beaucoup de mal à se faire entendre, à participer, à s'exprimer, à exprimer ce qu'ils veulent dans ce type d'instance. Pour ma part, nous avons essayé, nous, en ce qui concerne la vie lycéenne, d'essayer d'améliorer cette situation. Puisque vous savez que depuis 20 ans quasiment, les jeunes ont la possibilité d'intervenir dans les établissements scolaires pour représenter leurs camarades, d'être délégués de la vie lycéenne, mais nous savons aussi que soit que pour les parents ou les adultes, ce ne soit pas essentiel, soit que pour eux, ils n'osent pas, ces instances
qui font vivre la vie lycéenne ne sont pas extrêmement actives. Donc, je vais présenter le 11 février un acte 2 de la vie lycéenne pour essayer de redynamiser tout cela. Et d'ores et déjà, pour préparer cette nouvelle étape de la vie lycéenne, nous avons essayé de les entendre, de les écouter et de les associer au maximum aux consultations et aux préconisations que nous allons faire. Vous avez aussi parlé du décrochage. Et je pense que c'est quelque chose qui est préoccupant pour nous tous, qui d'ailleurs, me semble-t-il, préoccupe les gouvernements au niveau européen, puisque le décrochage n'est pas simplement une réalité française. Ce décrochage montre les difficultés actuelles de notre système scolaire. Alors évidemment, on pourra nous dire que, au fond, aujourd'hui, les jeunes vont à l'école plus longtemps qu'auparavant et ils sont souvent plus diplômés que ne l'étaient leurs parents. Mais la différence, c'est que, autrefois, quand on quittait le système scolaire, on pouvait rentrer dans la vie active. Et par conséquent, le jeune qui n'avait pas de diplôme, eh bien, il pouvait s'épanouir professionnellement et bâtir sa vie. Alors qu'aujourd'hui, malheureusement, un jeune qui n'a pas de diplôme, qui a quitté le système scolaire sans qualification, eh bien, nous savons que son accès à une vie professionnelle est considérablement aussi compromis. Par conséquent, il faut à la fois faire comme ce qu'a lancé Vincent Peillon, c'est lancer en liaison d'ailleurs avec les structures de formation professionnelle un plan pour ramener dans les apprentissages un certain nombre de jeunes, que ce soit d'ailleurs dans un système scolaire, que ce soit dans un système de formation. Et aujourd'hui, nous nous félicitons de constater qu'il y a que ce qu'on avait prévu, ce qu'on voulu faire, c'est-à-dire ramener 20 000 jeunes dans les sortir, les raccrocher, comme on dit, j'aime pas ce terme, mais enfin apparemment c'est celui qui est couramment utilisé, eh bien ça a marché et on a pu retrouver la trace de beaucoup de jeunes et les remettre soit en lycée, soit en formation. Mais il faut évidemment faire plus. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pour l'année prochaine fixé un objectif plus important qui sera de 25 000 jeunes qui seront décrocheurs, qui seront traités. Alors, j'aime aussi bien qu'on se dise qu'il vaut mieux essayer d'éviter qu'ils décrochent, donc prévenir le décrochage. Et c'est la raison pour laquelle, non seulement lorsque nous travaillons sur le primaire, sur les acquisitions solides de compétences, lorsque on travaille sur les dispositifs relais qui permettent aux jeunes, quand ils commencent à être en difficulté, quand ils commencent à avoir des problèmes de comportement, perturber la classe, etc., qui permettent d'avoir des structures où ils sont pris en charge, où ils sont encadrés. Donc ça, c'est quelque chose à quoi je suis extrêmement attentive. J'ai visité la semaine dernière encore à Marseille des établissements qui avaient, où il y avait ce type de structure, soit des missions d'insertion où on reprend au niveau de la troisième un certain nombre de comportements et d'apprentissage pour les jeunes, soit que, effectivement, durant une période limitée, on les sorte de la classe où ils ont des problèmes et ça permet à la fois, il faut le dire, à l'enseignant de souffler, mais ça permet aussi à la fois de reprendre des bases et de faire réfléchir le jeune sur son comportement. Donc, ça me semble important parce que très souvent, finalement, quand on exclut un jeune, eh bien, ça signifie qu'on demande à d'autres personnes que l'éducation nationale de régler le problème. Or, je pense que nous avons absolument intérêt à essayer de faire en sorte que ça soit en interne à l'éducation nationale que nous essayons de trouver des solutions avant d'exclure les jeunes, ce qui est véritablement la solution, la dernière solution à laquelle il faut recourir. Je voudrais aussi rappeler ce que nous faisons sur la réforme de l'éducation prioritaire. Nous savons depuis un certain nombre d'années que la difficulté scolaire est concentrée souvent dans les quartiers pauvres. Et je dois dire que c'est quand même ce qui nous pose problème pour notre pays, qui a la devise républicaine égalité, enfin qui a l'égalité dans sa devise républicaine, puisque justement dans notre pays, ce sont les enfants pauvres qui sont aussi les enfants qui ont des difficultés à l'école, et ces difficultés, le système scolaire n'arrive que mal à les traiter. Donc, il y a maintenant 30 ans qu'Alain Savary avait mis sur pied une réforme de l'éducation prioritaire, et force est de reconnaître
que ce qu'ils voulaient faire, c'est-à-dire donner plus à ceux qui ont moins, eh bien, nous sommes encore très loin du compte. Puisque non seulement on n'est pas parvenu à réduire les écarts, mais dans la dernière période, on s'aperçoit qu'au contraire, les écarts se sont accrus. Donc, il est important de reprendre le plan pour la réforme de l'éducation prioritaire. Nous le faisons en liaison étroite avec François Lamy et la politique de la ville. Et je pense que c'est quelque chose qui est très important, à la fois pour essayer de réduire la difficulté scolaire dans notre pays, parce que si on veut élever le niveau de tous, eh bien, il faut commencer par élever significativement le niveau de ceux qui sont le plus en difficulté. Et malheureusement, en bâtissant une école un peu élitiste, on oublie cela. Par exemple, les pays qui ont de très grands champions de tennis sont les pays où il y a beaucoup de gens qui font du tennis. Les pays où il y a des virtuoses en matière musicale sont les pays où il y a beaucoup de gens qui pratiquent de l'instrument. Donc si nous voulons améliorer le niveau des meilleurs, il faut aussi que nous commencions par améliorer le niveau de tous et de ceux qui sont le plus en difficulté. Et autre point sur lequel aussi nous travaillons, parce que nous savons bien que dans un certain nombre de quartiers, finalement, l'école n'a pas bonne presse parce que les jeunes traînent des quantités de problèmes autres, les problèmes de leur famille, de leur quartier, de leur identité. Donc nous travaillons aussi beaucoup sur les politiques d'intégration pour voir comment améliorer ce qui se fait aujourd'hui. Et ce, même si à chaque fois qu'on va dans un certain nombre de quartiers, on est obligé de saluer l'investissement des équipes et le travail des personnes, non seulement des enseignants, mais aussi de tous ceux qui travaillent autour des jeunes pour essayer d'améliorer leur situation. Vous avez parlé aussi de l'autonomie des jeunes. Et je crois que là encore, vous avez touché du doigt quelque chose qui est important. Donc vous savez qu'il y a une expérimentation aujourd'hui sur une réforme des aides. Il y a une phase pilote qui a démarré dans une dizaine de territoires. Et je pense qu'ainsi, nous essayons d'améliorer la simplification des dispositifs. Et là encore, il y aura une évaluation qui sera à monter. Nous imaginons aussi de créer une aide à l'insertion professionnelle contractualisée pour les jeunes sans emploi. Donc là encore, vous l'avez dit, il y a un tel maquis d'aides diverses et variées qu'il faut que tout ça soit davantage lisible. Et vos schémas sont effectivement extrêmement parlants pour nous montrer la complexité de nos systèmes qui empilent souvent les dispositifs sans prendre la peine de les simplifier. Vous avez aussi, et je pense que vous avez raison, souligné le problème de la VAE, où depuis longtemps, nous disons que c'est quelque chose d'important, quelque chose d'utile, et finalement, on n'arrive pas vraiment à développer ce processus. Je dois dire que nous sommes quand même dans un pays où sur le CV, on commence par mettre la photo pour voir si on a une bonne tête, l'adresse pour voir si on habite dans un quartier correct, et les diplômes. Et après, simplement, on s'intéresse aux acquis et aux compétences. Je crois que nous avions essayé, du temps où j'étais parlementaire, de modifier cela, mais manifestement, c'est une habitude bien française qui a beaucoup de mal à être modifiée. Et je trouve que c'est dommage, parce que quand à 50 ans, à 55 ans, on est encore défini par le diplôme qu'on a eu à 20 ans, on se dit que quand même, il y a quelque chose qui ne donne pas une impression de vivacité et de modernité suffisante. Vous avez parlé aussi de la mobilité des jeunes. Alors, c'est aussi quelque chose à quoi je crois beaucoup, la mobilité européenne et internationale. Vous savez que nous avons mené une bataille de principe importante pour que les dispositifs permettant la mobilité des jeunes gardent le nom d'intellectuel, de philosophe caractéristique de l'Europe, donc Erasmus, et ne deviennent pas un acronyme anglais qui, pour nous, avait manifestement beaucoup moins de sens. On a gagné cela, mais maintenant, encore faut-il développer ces processus de mobilité. D'une part, c'est très bien pour les jeunes. D'autre part, ça construit une citoyenneté européenne. Et donc, ça me semble être quelque chose aussi d'extrêmement important. Alors, dans les choses que nous avons encore à approfondir, il y a l'accompagnement choisi tout au long du cursus secondaire. Donc, cela aussi, dans le plan que nous avons fait pour l'éducation prioritaire, l'idée d'un accompagnement personnalisé est quelque chose à quoi nous avons été extrêmement attentifs.
puisque nous savons très bien qu'une des difficultés de notre système, c'est que jusqu'en en primaire, l'enfant est assez bien accompagné, et à partir du secondaire, eh bien, les choses se dégradent un peu. Donc nous croyons beaucoup que la réussite du parcours du jeune est fonction de la qualité de l'accompagnement qui lui est accordé. Dans le plan sur l'éducation prioritaire, nous demandons même que finalement il y ait une sorte d'accompagnement continu durant la journée, puisque nous savons bien que ce qui est nocif pour les petits, c'est qu'à partir de la 6e, eh bien, s'ils n'ont pas classe, ils peuvent très bien se retrouver dehors à 3 heures de l'après-midi, tout seuls. Ils rentrent à la maison, théoriquement, ils peuvent travailler, mais ils sont tout seuls et ça ne se passe pas très bien. Donc, nous sommes attentifs à cet accompagnement. Il y a aussi l'idée de mettre un terme aux orientations subies. Donc là aussi, nous avons commencé une expérimentation sur ce sujet, et je crois que vous avez raison de dire que l'orientation est souvent un moment où ce jeune peut se sentir justement humilié, mis de côté, et une orientation qui n'est pas acceptée est quelque chose qui peut être très mal vécu, même si l'orientation proposée est bonne ou convient. Mais il faut pouvoir en parler avec le jeune, lui faire accepter ce qu'on veut pour lui. Et c'est la raison pour laquelle nous avons lancé cette expérimentation qui permettra à la famille et aux jeunes d'avoir leur dernier mot. Et à la limite, comme nous disons aux enseignants, s'ils se sont trompés, si finalement ce qu'ils ont choisi n'est pas bon pour eux, il faut leur donner la possibilité de revenir, de s'être trompés et de tenir compte de leur erreur. Parce que trop souvent, on veut faire le bien de jeunes contre lui, et s'il se braque, eh bien, c'est fini. Enfin, vous tous qui travaillez avec des jeunes, vous savez très bien que malheureusement, c'est un peu comme ça que les choses se passent. Donc, nous avons été contents de constater que beaucoup d'académies ont accepté cette orientation, cette réforme de l'orientation, puisque c'était une expérimentation. Mais nous avons donc 117 collèges où les enseignants ont accepté de réexaminer leur procédure et de se remettre en question. Donc nous verrons à la fin de l'expérimentation ce que les choses donnent et si les choses s'améliorent. Cela suppose évidemment que le jeune comprenne que s'il veut avoir une orientation qui lui convienne, ça ne signifie pas qu'il pourra aller dans l'établissement qui est à côté de chez lui, puisque les places ne sont pas forcément conformes aux vœux des jeunes. Mais il est peut-être préférable d'aller un peu plus loin, apprendre un métier qui vous convienne, mais de ne pas rester à côté pour faire quelque chose qui ne vous convienne pas. Ça va d'ailleurs de pair avec ce que nous avons dit précédemment sur le rôle positif de la mobilité. Alors, vous avez parlé aussi du permis de conduire. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez frappant. Autrefois, après le bac, ou vraiment quand on avait 18 ans, c'était presque un apprentissage normal que de passer le permis de conduire. Aujourd'hui, soit que les gens aient moins de voitures, soit que ça soit devenu très compliqué, on s'aperçoit qu'il y a de moins en moins de jeunes qui ont leur permis. Donc, c'est vrai que s'il y a des propositions aujourd'hui pour réduire les délais et améliorer le coût, c'est quelque chose qui me semble extrêmement intéressant, de même que l'idée d'anticiper sur la partie théorique. Je crois que tout ça, c'est quelque chose qui est tout à fait utile. Alors, sur la coordination de la formation professionnelle, vous savez vous allez en parler bientôt avec le projet de loi que vous aurez à examiner, mais il est clair, vous êtes en ce moment, voilà. Donc, en tout cas, c'est quelque chose qui est évidemment utile que d'arriver à améliorer les coordinations. Voilà, un dernier mot simplement sur l'université. Là encore, il y a ma collègue Geneviève Fioraso aurait été évidemment beaucoup plus à même de vous parler de ce qu'elle fait pour essayer d'éviter le décrochage à l'université. Mais il me semble qu'un des points auxquels nous étions très attentifs et qui est important, c'est notamment pour les jeunes qui sont issus des filières technologiques et professionnelles, de faire attention à ce qu'ils aient des places dans les BTS et les IUT. Parce qu'on avait quand même un phénomène qui n'était pas normal, qui était que justement les jeunes pour qui, au fond, ce type de formation un peu plus encadrée avait été prévu, se retrouvent plus ou moins éliminés par les jeunes des filières générales. Donc là encore, je pense que cette préoccupation qui a été apportée au fait de permettre à ces jeunes d'avoir accès aux BTS et aux IUT, c'est une manière aussi de prendre en compte les observations que vous avez faites. En tout cas, je vous félicite parce que je vois que
ce gros rapport sera un élément de référence que nous allons garder sous le coude quand nous aurons à travailler sur tous ces sujets-là.